Alors, la Société chimique de France, c'est une société savante qui a bientôt 160 ans. Donc on a entendu tout à l'heure une société jeune. La Société chimique est une société qui est relativement vieille, mais qui se renouvelle de façon très régulière. Et donc, nous innovons en permanence. Alors, la Société chimique de France, c'est 3000 adhérents, essentiellement des personnes du monde académique. Alors je me suis amusée, comme la première intervention était sur le genre, pour vous donner donc quelques chiffres intéressants. Si on scanne d'après nos adhérents, on a 50% d'hommes. Vous allez me dire, c'est très bien, on pourrait être content. Mais si on gratte un peu plus, on a 35% de femmes, c'est-à-dire des gens qui se définissent dans leur genre. Et puis on a 15% qui sont définis par leur métier, c'est-à-dire docteur ou professeur. Donc dans cela, on retrouve quand même pas mal d'hommes. Bon. Donc voilà, on est quand même avec au moins 35% de femmes parmi nos adhérents. Alors la Société chimique de France est répartie sur tout le territoire. On a 15 sections régionales et ça c'est très important parce que quand on veut parler de sciences aux jeunes, il faut être sur le terrain. Et donc avec nos sections régionales, dans lesquelles on a un pourcentage très important de clubs de jeunes. Les clubs des jeunes à la Société chimique de France, c'est un tiers de nos adhérents. Donc, pour vous montrer que ces jeunes sont vraiment très présents. Et alors, les jeunes parlent mieux aux jeunes que les plus anciens. Donc, ils font un travail fantastique. Et je dois dire que parler de la chimie, c'est pas toujours facile. Il y a un philosophe chinois qui disait, pour bien faire entrer un sujet, il faut voir, il faut toucher. Ça va bien pour les maths, la physique, mais il faut sentir. Pour la chimie, il faut sentir aussi. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de faire percevoir une science par sentir, parce que c'est plus du tout d'actualité, c'est interdit même de faire sentir, mais ça veut dire qu'il faut aller au-delà de l'expérience. Et je suis très contente d'avoir à introduire aujourd'hui les travaux, enfin l'émission « On n'est pas que des cobayes », parce que c'est justement une émission dans laquelle on décortique l'expérience. Voilà. Maintenant, je voudrais faire une toute petite remarque, puis après je m'arrête. Voilà. On a eu des exemples de réalisation de travaux pour parler aux jeunes et notamment on a parlé des éditions Le Pommier, c'est très bien. Leur best-of, c'est un titre très provocateur. Je veux dire que nous, à la Société chimique, nous travaillons avec le CNRS, on travaille avec l'Union des industries chimiques et je vous laisse imaginer ce que donnerait un titre « La chimie tue ». Voilà. Bon, maintenant, je vais donc laisser la parole à Emmanuel Sudre pour nous parler de « On n'est pas que des cobayes ». Voilà. Ils vont mettre un truc, ça marche pas, c'est normal. Je ferai juste un petit truc à la fin, juste une vidéo à la fin. Pas de soucis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est normal, c'est le fil. Ouais, d'accord. C'est ça? Non, c'est l'autre, ouais, c'est celle-ci, mais je la diffuserai juste à la fin. Okay. Bonjour, donc je m'appelle Emmanuel Sud, je suis rédactrice en chef de l'émission On n'est pas que des cobayes qui est diffusée sur France 5. Je suis rédactrice en chef de cette émission depuis 3 ans et elle existe depuis 5 ans. Juste pour vous donner une idée, c'est une émission qui depuis 5 ans réunit en moyenne 500 000 téléspectateurs. C'est pas mal. Et 2% de part de marché, ça veut dire que quand il y a 100 personnes devant la télé, il y en a 2 qui regardent, on n'est pas que des cobayes, ça rend humble. Voilà, c'est une émission qui est née en fait d'un appel d'offres de France 5 il y avait plus ou peu, enfin quasiment plus d'ailleurs, d'émissions de vulgarisation scientifique à la télévision et donc c'est né d'un appel d'offres de France 5 qui demandait un magazine de sciences grand public. À l'origine, On n'est pas que des cobayes et pas une émission à destination du jeune public. C'est un programme familial. Et d'ailleurs, en fait, ça le reste. Pour vous donner une idée, la moyenne d'âge
téléspectateur de France 5, c'est 69 ans. Donc voilà, c'est comme ça. France 5 n'est pas spécialement une chaîne de jeunes. La moyenne d'âge d'On n'est pas que des cobayes, c'est 39 ans. Donc c'est jeune, mais c'est pas si jeune. Ça veut dire que c'est en fait un programme d'écoute conjointe. C'est un programme familial. Donc il y a des enfants et puis il y a leurs parents. Et c'est ça qui nous intéresse nous, et c'est ça qui est notre démarche, c'est de parler à l'ensemble de la famille. Ça veut dire qu'on doit être capable de s'adresser à la fois à des enfants de 4 ans, ils ne comprennent pas grand-chose, mais c'est pas grave, ils découvrent, ils voient, ils s'amusent. Et puis aussi satisfaire la curiosité des parents et, si possible, donner envie d'expérimenter des choses. Parce que notre façon de faire, notre maître mot, c'est l'expérimentation scientifique. C'est pour ça que je voulais juste dire un truc. La physique, c'est super concret, et la chimie aussi. Contrairement à ce que a pu être dit auparavant, on est sur des choses extrêmement concrètes. Oh, mais c'est moche ça, j'avais pas vu. Excusez-moi. Voilà, alors, donc cette émission existe depuis 5 ans. Elle était jusqu'à maintenant diffusée tous les vendredis soirs en prime time. C'était un choix. Ça fait quelques semaines maintenant, depuis début janvier, qu'on est diffusé le samedi à 19h et le dimanche matin à 8h. Bon, c'est pas que ça nous enchante, mais on fait avec. Voilà. Mais en tout cas, ça nous a permis, en existant pendant quasiment 5 saisons, en tout cas 4 saisons et demie en prime time, de développer une marque, de développer un réseau et des gens avec qui on travaille, et puis d'être connus et de commencer à acquérir une certaine notoriété qui n'est pas seulement due au fait qu'on fait des explosions, des trucs super drôles, des trucs énormes, aussi parce qu'on a une démarche scientifique assez rigoureuse. Alors, juste pour finir sur les chiffres de présentation, cette émission existe donc depuis 5 ans. On a fait 450 expériences, enfin 450 sujets, ce qui fait intervenir de près ou de loin 900 experts. Donc ça fait du monde, que ce soit des sportifs de haut niveau, pour partie, mais essentiellement des scientifiques de tous horizons. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des professeurs de collège, lycée, doctorants, chercheurs, retraités. En fait, n'importe qui ayant envie de jouer avec nous est le bienvenu. On est diffusé aussi sur YouTube, sur Dailymotion. Et on est assez content, c'est un vrai succès puisqu'on est à 42-43 millions de vues et c'est exponentiel. Donc ça veut dire qu'il y a une deuxième vie aussi pour cette émission et c'est super important. Et je termine aussi, juste pour vous présenter l'émission, sur notre lectorat, mais non, parce qu'en fait c'est de la télévision. Sur les gens qui nous regardent, en fait c'est moitié-moitié filles-garçons à peu près. Donc on est plutôt mixte, voilà. Et on en est bien content. Je vais vous expliquer comment on fabrique cette émission parce que ça va vous permettre de comprendre nos contraintes. Et on a beaucoup de contraintes. Donc on fabrique cette émission en mis bout à bout, ça fait 6 à 7 semaines. C'est peu, en fait. C'est très peu. On fabrique, il y a une émission qui sort de chez nous toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a une cassette qui part avec l'émission terminée à la chaîne. Ça veut dire qu'on en produit, alors on n'en produit pas 52 par an, on aimerait bien, mais c'est pas comme ça. On en produit 30 à 35 par an à peu près. Donc ça veut dire qu'on est dans une production de flux télévisuel, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ça veut dire qu'on a une organisation quasiment industrialisée. Donc une émission, il faut 6 à 7 semaines pour la fabriquer. Ça veut dire qu'il y a un journaliste qui rentre en enquête pendant 4 semaines. Il y a 1 semaine de tournage, 5 jours. 5 jours pour 52 minutes, c'est très court. Et puis ensuite, il y a 12 jours de montage, le mixage, l'habillage, etc. etc. Quand les journalistes arrivent, ils ont déjà leur sujet. Je suis désolée, je vais boire un coup. C'est pas possible. Donc quand les journalistes arrivent, ils ont 3 sujets. L'émission, elle a 3 sujets principaux, plus des petites rubriques dont je vous parlerai après.
Donc ils ont 3 sujets, il y en a un qui est plutôt sur du sport. Après, on a des rubriques qui sont soit magiques ou scientifiques, soit les idées reçues, soit des remakes des vidéos. Et puis un 3e sujet. Les premiers sujets durent entre 15 et 17 minutes. Le 2e, les rubriques, là, ça dure 7-8 minutes. Et le dernier sujet, 13-14 minutes. Donc ces sujets, mon équipe et moi-même, nos cerveaux malades, là, on les a sortis, on les a écrits, on les a anglais, on les a proposés à la chaîne. Donc voilà, l'émission, elle est définie au moment où le journaliste arrive. Lui, il a 4 semaines d'enquête pour interagir, chercher des scientifiques, construire des expériences, et on collabore, on co-crée, on travaille avec, et puis préparer son tournage. C'est hyper important pour nous, et c'est hyper important dans la fabrication de l'émission, puisqu'on fait de l'expérimentation scientifique, de créer des expériences. Donc, on s'adresse à des scientifiques avec nos contraintes, et on essaye de travailler ensemble pour manipuler, montrer, expérimenter. On ne peut pas, nous, se contenter d'expliquer quelque chose. On ne peut pas se contenter de faire une animation graphique. Nos animations graphiques, elles viennent en complément des expériences. Mais vraiment, ce qu'on fait, c'est manipuler, expérimenter. Donc une fois qu'on a préparé tout ça, donc c'est 4 semaines, 5 jours de tournage pour partie dans notre hangar à Saint-Denis, que certains peut-être connaissent déjà, s'ils ont eu la chance de venir travailler avec nous, et puis en extérieur, et puis ensuite 12 jours de montage pour les sujets. Ce qui est important dans la façon dont on travaille, et parce qu'on fait de la télévision, on raconte des histoires. On ne fait pas des expériences ex nihilo. On raconte des histoires. Il y a un début, un milieu, une fin. Nos sujets sont toujours construits à peu près en 3 parties. La première partie étant très souvent des essais-erreurs. C'est hyper important pour nous. C'est hyper important pour nous parce que ça décomplexe l'approche de la science. Tout est autorisé. On essaye tout, même les trucs les plus débiles. Ça peut sembler débile, ou en tout cas crétin, bas de gamme, bas de plafond. N'empêche que nous, c'est comme ça qu'on rentre. On essaye les choses, on se trompe et on avance. Et on n'a pas de complexe là-dessus et on n'a pas de tabou là-dessus. On pense que c'est super important dans la façon de construire une démarche. Voilà, et puis au fur et à mesure on avance et puis on finit par résoudre notre défi ou pas. La plupart du temps oui, les échecs ça nous arrive et c'est aussi important pour nous, les échecs. Je veux dire, quand ça nous arrive, on s'en cache pas, on les met en scène, on les explique, on dit pourquoi on s'est trompé, on recommence et on essaye encore et en général ça fonctionne. En général ça fonctionne. Ça fonctionne, ça finit par fonctionner. Mais c'est important, et aussi c'est important pour nous, pour notre crédibilité. Oui, quand on se trompe, quand on se plante, on le montre, voilà, parce qu'on peut pas avoir raison tout le temps, parce qu'on peut pas être bon tout le temps, et puis que parfois on a oublié des données hyper importantes au moment où on a créé notre expérience, et puis voilà, ça marche pas. Bon, la fois d'après, ça marche, et on explique pourquoi ça n'a pas marché, ce qu'on a fait entre-temps pour faire en sorte que ça fonctionne, et puis le montrer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais dans le processus de fabrication de cette émission, il y a donc toutes les fabrications d'expériences qu'on fait au hangar. On a une équipe qu'on appelle notre équipe technique, qui est une équipe de décorateurs et de techniciens qui construisent des machines, des expériences avec le journaliste, en discussion aussi avec les scientifiques qui travaillent avec nous. Et ça, c'est très important. Et dans la semaine qui précède le tournage de l'émission, on fait beaucoup de tests, et puis on essaye, et puis quand ça ne marche pas, on réessaye. Voilà, on élabore d'autres pistes, on essaye d'autres choses. Voilà. Et quand je vous disais qu'en fait, on raconte des histoires... on raconte vraiment des histoires, c'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple, si on se dit que comment trouver une aiguille dans une botte de foin, a priori vous allez vous dire ouais ok super, est-ce que c'est vraiment une approche scientifique, est-ce que ça l'est pas, etc. Pour nous ça l'est, dans la mesure où à la fin on va terminer à Grenoble dans l'énorme électroaimant avec notre botte de foin, notre aiguille, et on va finir par le sortir. Et c'est hyper important parce que ça met aussi en valeur la recherche française, la science française, les gens qui travaillent avec nous et qui ont à leur disposition des énormes dispositifs auxquels le grand public n'a pas forcément accès et ne sait même pas que ça existe. On a fait des trucs récemment, on est allé à Lille
parce qu'on s'est posé des questions sur la température d'ébullition de l'eau et on est allé à Lille, dans le plus grand caisson hyperbare d'Europe, pour faire bouillir de l'eau à moins 30 mètres. Voilà, donc on fait ça. Et c'est pas une débauche de moyens. Il faut pas, enfin, nous, on pense pas que c'est du spectaculaire pour du spectaculaire. C'est juste faire les choses en grand, essayer d'avoir accès à des choses auxquelles les gens n'ont pas forcément accès pour mener des expériences. Notre façon d'aborder les choses, enfin en tout cas pour moi très souvent, et c'est pas une blague, enfin c'est pas une façon de dire et c'est pas de la provoque, mais ma façon d'aborder les choses quand je suis en discussion avec les scientifiques pour préparer les émissions, je demande très souvent si les gens ont envie de jouer avec nous. Parce que c'est important. Oui, c'est d'abord une approche, c'est aussi une approche ludique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une façon rigoureuse, scientifique de faire les choses, mais le jeu, la pédagogie, sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous parce qu'on fait les choses très sérieusement, mais on se marre beaucoup quand même, et c'est très important. Voilà. On a eu aussi la chance, juste et vraiment, quand je vous en parle, quand j'y pense, j'en ai encore des frissons. On a eu la chance de travailler avec la tour d'impesanteur de Brême pour lâcher une plume et un marteau en apesanteur comme on avait fait de reproduire l'expérience sur la Lune. Je vous assure que quand vous travaillez avec une équipe de scientifiques de Brême, et cette tour, elle est hyper chargée, il y a des expériences qui sont menées tout le temps, enfin bon, et que vous avez des gens qui vous disent oui, on va faire, qui font le dispositif, qui mettent la plume, qui mettent le marteau, qui nous envoient les vidéos des essais. Et quand vous y allez, moi j'ai pas eu la chance d'y aller, hélas, mais quand vous y allez, quand David y va et le fait, je vous jure que c'est pas fin. Notre émotion est pas feinte. On est vraiment heureux de faire ça. On y est retourné pour faire une boule d'eau aussi, où on a travaillé avec eux. Et voilà, il y a des choses. Dans la démarche, si on tombe sur des gens scientifiques qui sont d'accord sur la façon dont on fonctionne et qui ont envie d'avancer avec nous, on fait vraiment des chouettes choses et parfois totalement inédites. Voilà. Donc je vous parlais de nos contraintes. On n'aborde jamais un sujet par pourquoi. Par exemple, pourquoi le ciel est bleu? Nous, on ne le fera pas. Mais par exemple, je vais vous dire, est-ce que je peux faire un ciel rouge? On fonctionne beaucoup sur les défis et sur les petons. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de pourquoi? Parce que ça nous aide pas en fait dans notre façon de raconter les choses. Donc voilà, on expérimente, on fait des essais-erreurs et on est toujours sur des défis avec toujours évidemment un côté ludique, barré, un peu n'importe quoi. Enfin, quand je dis un peu n'importe quoi, si, parfois quand même, un peu n'importe quoi. On n'a pas de complexe pour aborder les choses, même si on sait qu'elles sont complexes. Et en fait, on n'évacue pas, enfin en tout cas, notre intention est vraiment de ne pas évacuer la complexité de certaines choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, et on ne va pas dire aux gens « Hey, c'est facile !» En 2 minutes, tu auras tout compris. Non, bien sûr qu'en 2 minutes, on n'a pas tout compris. Sinon, on serait tous docteurs en physique et on serait bien tranquille. Enfin, je veux dire, voilà, et on n'aurait pas de raison d'être. Donc, bah oui, non, mais sinon, moi aussi, je serais docteur en physique. Ce serait facile. Donc, la complexité, c'est quelque chose d'important. Et du coup, dans la vulgarisation, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que on va jusqu'à un certain point, et puis il y a un moment où on est obligé de s'arrêter. Pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que on commence à aborder des choses qui sont un peu subtiles et que dans le temps qui nous est imparti, on risque de faire des erreurs, des mésinterprétations. Voilà, il y a des choses qui demandent de la subtilité, de la complexité. On y va au maximum, mais il y a un moment où on s'arrête. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, ce qui nous importe, c'est d'être juste. Voilà, on essaye d'être juste. Je ne dis pas qu'on est vrai. Il y a une subtilité, il y a une différence, enfin en tout cas pour moi, mais on est juste, on reste dans la justesse. Et ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on montre, est validé par les experts, y compris avec qui on travaille, y compris après le montage. Quand l'émission est terminée, il y a des dossiers qui partent, enfin des fichiers qui partent chez les experts, les textes sont relus, les animations qui ont été créées chez nous sont révisées, ça nous évite de faire des erreurs, même si on n'est pas à l'abri, mais en tout cas on essaye de minimiser ce risque-là parce que même si on ne fait que 2% de part de marché et 500 000 téléspectateurs en moyenne, on est quand même un média de masse et donc ça nous oblige. Voilà.
Juste pour vous dire, dans la façon dont on travaille, dans nos échanges avec les experts, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance. On travaille avec des gens qui sont généreux de leur savoir, et ça c'est vachement agréable. On avance pas à pas avec humilité et modestie, et puis on fabrique ensemble, on co-crée ensemble. Voilà, donc finalement le but qu'on poursuit, enfin en tout cas le mien, le nôtre, c'est de la vulgarisation scientifique, c'est que la science, c'est chouette, c'est sympa, c'est marrant, ça fait pas peur, il y a 1001 façons de l'aborder, il y en a partout dans la vie de tous les jours, et finalement tout est sujet à expérience. Et pour terminer là-dessus, on propose toutes les semaines aux enfants, alors je dis les enfants parce qu'en fait on reçoit que des vidéos d'enfants, mais tout le monde peut en faire, donc si ça vous amuse, n'hésitez pas à envoyer de vos vidéos, de faire une expérience qu'on a fait dans l'émission, de faire la vidéo et de nous l'envoyer, on la diffuse ensuite dans l'émission. Ça veut dire que c'est hyper important aussi pour nous que les gens puissent s'approprier ce qu'on fait. Évidemment qu'il y a des choses qu'on fait avec des professionnels, évidemment qu'il y a des choses qui sont absolument pas reproductibles à la maison, mais il y a plein de choses qui sont reproductibles à la maison, et ça c'est important, parce que voilà, ça rend les choses concrètes, simples, faciles, et puis l'expérimentation, c'est plutôt sympa. Voilà, je voudrais juste dire une dernière chose. Ce qu'on fait, donc le but qu'on poursuit, c'est ça, c'est la diffusion de la science, c'est de s'amuser avec la science, et c'est pas vain, parce que voilà, c'est récent et on en est quand même hyper content, vraiment. Il y a une expérience dont on n'est pas que des cobayes, qui était soulever une voiture avec 2 annuaires, et le chercheur qui a travaillé avec nous, qui s'appelle Frédéric Restagno, qui est dans cette salle, je le salue, voilà, ça lui a donné l'idée et l'occasion d'écrire un article qui a été publié début janvier dans la Physical Review Letters. Donc voilà, on fait pas les choses que comme ça, pour rien, dans le vent. Voilà, et j'ai terminé, et on est en retard, c'est ça? Faut juste laisser un peu de place aux questions. Alors, bon, je voulais vous montrer un truc, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer le sommaire de l'émission qui sera diffusée samedi, qui est une spéciale Jules Verne, qui est une très belle émission. Comme ça, vous serez obligés de la regarder. Merci. Je vois déjà une première question devant. Oui, toujours Mathieu Roux, et toujours des questions, des réponses courtes en tout cas. Avez-vous vous-même, madame, une formation scientifique? Est-ce que ça vous aide? Question un peu convenue, mais je vous la pose. Non, mais vous avez raison. Et deuxième question, un peu en symétrie à celle que j'ai posée tout à l'heure, quelle est l'émission qui a rencontré le plus franc succès auprès de votre public, si vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Alors, est-ce que moi j'ai une formation scientifique universitaire? Non, pas du tout. Je suis journaliste, j'ai fait une Hippocane et une école de journalisme. Ça fait longtemps que je pratique ce métier, j'ai beaucoup travaillé à C'est pas sorcier avant, voilà, mais pas que ça, j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses. Donc ça fait 3 ans maintenant que je suis rédactrice en chef d'On n'est pas que des cobayes. Je suis pas scientifique de formation, je le suis par atavisme, parce que mes parents le sont et toute ma famille l'est, sauf moi. Donc voilà, et finalement il y a quand même un truc qui a dû se passer. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est pas gênant. Je travaille tout le temps, je lis tout le temps, j'apprends des choses tous les jours, je fais pas semblant d'avoir un niveau de science, parce que je l'ai pas forcément, mais voilà, la démarche en tout cas, et dans la démarche de vulgarisation, ça c'est super important, d'aborder les choses avec humilité et modestie. Et moi, ce qui m'intéresse en fait, et ce qui conduit mon travail, c'est de trouver des interlocuteurs qui soient capables de faire comprendre à moi d'abord, aux autres ensuite, des concepts scientifiques. Et après, vous me demandiez l'émission qui a le mieux fonctionné. Alors c'est pas celle qui a le mieux fonctionné, parce que j'ai un doute sur le sommaire, mais en tout cas, une émission qui a très bien fonctionné, c'était une émission dans laquelle il y avait sauté de toit en toit comme dans les films, parce qu'on s'amuse parfois à faire des fictions, etc., et à décortiquer des effets spéciaux de films, dans lesquels il y avait comment sortir d'un labyrinthe. Et du coup, on a fait des maths. Alors, c'est assez rare qu'on fasse des maths parce que c'est pas facile, vraiment. Pour le coup, nous, faire des maths, on en fait dès qu'on peut, mais c'est vraiment pas évident. Et dans lequel il y avait un sujet sur les abeilles. Voilà. Est-ce qu'on pouvait se recouvrir d'abeilles? Quand je vous dis est-ce qu'on peut se recouvrir d'abeilles, vous allez me dire ouais, mais c'est hyper spectaculaire comme façon de fonctionner, comme façon d'aborder la chose. Oui, mais n'empêche qu'on a appris et on a découvert pour notre public le fonctionnement d'une ruche, une reine, etc. Voilà. Et c'est tout. Ah, juste au deuxième rang.
Oui, Jean-Marc Petit. Une question sur la couverture disciplinaire que vous avez sur votre émission. Oui. Parce que quand le titre « On n'est pas que des cobayes il s'applique très bien à une des missions de la Société informatique de France qui essaye de former les citoyens à comprendre un petit peu le monde numérique dans lequel ils se trouvent et de ne pas être juste des usagers de choses auxquelles ils ne comprennent rien. Et je voulais savoir si vous aviez donc spécifiquement des émissions que je n'aurais pas vues consacrées à, par exemple, le vote électronique, où j'imagine qu'on pourrait faire des... Non, parce que ça fait partie des sujets qui sont très difficiles pour nous à mettre en scène, à mettre en image. Le vote électronique, par exemple? Oui, mais comme on ne fonctionne pas par analogie, par exemple, on ne fait jamais des analogies. On ne dit pas ça fonctionne comme ça. On ne fonctionne pas avec des maquettes. On fonctionne dans l'expérimentation. Et pour raconter des histoires, il y a des sujets qui nous résistent. Il y a un certain nombre de sujets qui nous résistent. Notamment, il y a beaucoup de sujets sur le son qu'on ne peut pas faire parce que c'est très difficile à montrer. Et c'est très difficile à expérimenter au-delà du fait de dire « écoute ». Il y a du bruit, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un certain nombre de choses qui nous résistent, on renonce pas, on essaye de trouver des portes d'entrée, il y a des sujets qui nous intéressent sur lesquels pour l'instant on n'a toujours pas réussi, nous en réfléchissant à rentrer dedans, à trouver une façon de le raconter. Donc c'est bien, ça nous laisse encore un peu de temps. Devant. Martin Andler, Animat. Est-ce que vous êtes en réaction par rapport à l'actualité? Je veux le dire de deux manières. Par exemple, la COP21. Et puis l'actualité qui peut venir, par exemple, du système éducatif. Dans deux mois, un mois et demi, il y aura ce qu'on appelle la semaine des mathématiques organisée par l'Éducation nationale. Le thème, c'est maths et sport. Est-ce que ça fait partie de vos réflexes d'éventuellement vous accrocher à quelque chose de ce type-là? Alors, oui, quand on le peut. C'est-à-dire qu'en fait, comme on sort une émission par semaine, on a des délais de fabrication et de livraison qui sont très longs. C'est-à-dire qu'en général, une émission, elle est terminée 6 à 8 semaines avant d'être diffusée. Voilà, donc première chose. Est-ce qu'on réagit à certaines actualités? Oui, on a fait pour la COP21 une émission spéciale sur l'environnement où on s'est intéressé à la pollution sous-marine, donc on a été ramasser des déchets au fond de l'eau, on a expliqué l'effet de serre, et ça je peux vous dire que ça fait partie des choses qui sont vraiment pas faciles à expérimenter. On s'est bien arraché les cheveux, ça a été bien compliqué là-dessus, et puis on a fait, le troisième sujet qu'on avait fait, c'était sur les voitures à hydrogène. On a été dans un lycée aussi où on a fait des courses entre une voiture normale et une voiture polyjoule, voilà. Donc oui, et après s'accrocher à des choses, non, mais enfin c'est voilà l'actualité, en tout cas nous l'actualité c'est ça qu'on peut prévoir, en tout cas, voilà, avec un long délai. D'autres questions? Il y a une question, enfin, je ne vais pas reprendre exactement la question d'Internet, mais enfin de Twitter, mais pourquoi est-ce que les émissions scientifiques disparaissent finalement parce qu'on a l'impression que c'est quand même la tendance globalement. Là, il y a un changement d'horaire qui est quand même pas non plus favorable. Non, pas pour l'instant, non. C'est moi qu'on puisse dire. Quelle est la raison en fait? Eh ben, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, si les gens regardaient, si nous, par exemple, on faisait 3 millions de téléspectateurs tous les vendredis soirs, on serait hyper tranquille. On est là pour 15 ans, on est là pour 20 ans. Pourquoi est-ce que la science disparaît? Je ne sais pas. Après, évidemment, c'est des choix. Vous pouvez considérer que c'est une mission, et en tout cas, je crois que c'est à peu près l'esprit de France 5, faire de la science à la télévision, c'est une mission de service public. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que ça disparaît? Je ne suis pas vraiment sûre que ça disparaît, les émissions grand public, etc. Mais par exemple, quand vous regardez Arte, il y a des documentaires scientifiques de très haut niveau. Il y a une émission qui s'appelle Futur Mac, qui est plutôt techno, mais en tout cas, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être que ça fait peur, peut-être que ça amuse pas. Je ne sais pas pourquoi ça disparaît. Mais nous, on fait tout ce qu'on peut pour que ça perdure. Et quand même, 500 000, c'est pas mal quand même, enfin, il me semble. Oui, mais 500 000, c'est pas mal, mais quand c'est... Enfin, le secteur de la télévision, je vous apprends rien, c'est un truc hyper concurrentiel. Quand vous faites 2% de part de marché,
Bon, il y a maintenant 25-26 chaînes, hein, donc c'est très... Il y a une grande dispersion de l'audience. Mais voilà, oui, 500 000 en données brutes, c'est pas mal. Quand je vous dis qu'on est un média de masse et que ça nous oblige, oui, nous, c'est ce qu'on pense. Qu'au bout de 3 diffusions dans le week-end, puisqu'on avait le vendredi, dimanche, vous arrivez à 1 million, 1,5 million de téléspectateurs. Oui, nous, on pense que c'est pas mal. Oui, on pense que c'est pas mal, mais par rapport aux audiences habituelles de prime time de télévision, eh ben, on est un peu loin, quoi. Mais quel est le maximum de France 5 ? Le maximum de France 5, c'est sur la tranche. Sur cette tranche, sur d'autres prime time, ils sont facilement à plus d'1 million. Mais donc 500 000, c'est pas... Je suis bien d'accord avec vous, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais nous, notre meilleure audience, sur les 5 ans, on a dû monter sur une diffusion à 850 000. Voilà. Je suis tentée d'intervenir juste parce que moi, depuis toute petite, je regarde par exemple E égale M6. E égale M6 est toujours là, oui. Mais c'est de moins en moins scientifique. Donc on a l'impression que pour rester, ils ont dû un petit peu évoluer. Oui, c'est vrai, et ça marche très bien, puisque la semaine dernière, ils ont dû faire une audience qui doit être leur record à 3 millions. C'est beaucoup, 3 millions. Mais, il y a de moins en moins de science. Mais c'est... Voilà, et c'est pas du tout notre façon de fonctionner non plus qui nous sommes dans l'expérimentation, voilà. C'est vraiment notre marque de fabrique. On est dans l'expérimentation et dans la co-création avec les experts. Donc voilà, c'est ouais mais j'en profitais juste parce que c'était Non mais vous avez raison. Non mais vous avez raison. Une dernière question. Frédéric Restagno, chercheur au laboratoire de physique des solides. Ma question, c'est est-ce qu'on peut rendre les enseignants prescripteurs d'émissions de vulgarisation scientifique et comment ? Ah mais carrément, en fait. Carrément, parce que comme nous, on est sur YouTube, Dailymotion, Plus, enfin tout ce que vous voulez... S'il y a des enseignants ici, et si vous en connaissez, dites-leur. Vous pouvez parfaitement utiliser des extraits d'émissions pour montrer des choses en classe. Et il faut le faire. Parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on fait avec des moyens. On a la chance de travailler à la télévision, donc on a la chance d'avoir des moyens, pas illimités, mais on en a en tout cas, pour faire des choses spectaculaires. Donc évidemment, utilisez tout ce que vous trouvez dans nos émissions sur YouTube, utilisez-les en classe, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie.